Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 100% Paddock qui va revenir sur le Grand Prix de Chine auquel on a assisté hier matin. Il fallait se lever assez tôt, un peu plus tard quand même que l'Australie. On était sur 3 heures de plus puisque c'était à 8 heures du matin. Autour de la table, à ma gauche, Léna et Fabio, à ma droite, Victor et Louis. Comment allez-vous ? Bah ça va super et toi ? Super, très bien, tout va bien. Très content. Un peu de sommeil en plus, ça n'a pas fait de mal. Alors justement, à la petite interrogation de départ, qui s'est levé pour le Grand Prix ? Moi j'avoue, je l'ai regardé en replay. Non, moi je l'ai regardé en direct. Je crois qu'on n'a qu'un seul faible. Ouais. Je travaille beaucoup, je me couche parfois tard, j'ai besoin aussi de pouvoir travailler, regarder la Formule 1 dans les bonnes conditions. On va revenir avant d'entamer ce débrief on va parler un peu des choses qui se sont passées dans le Grand Prix sans que ça soit des informations capitales à retenir. À savoir déjà qu'on a eu un Grand Prix assez chaotique avec 7 abandons au total, mais surtout 4 pilotes qui n'ont pas pris le départ, dont le plus important, les 2 McLaren qui ont été retirés de la grille 1 heure avant le Grand Prix, et même pour Piastri, il me semble, c'était beaucoup plus. Sur le départ. C'était juste avant. Ouais, juste avant le départ. Ouais. Ça pose quand même interrogation. Ça arrive pas souvent. Piastri, 2 Grands Prix, toujours pas de départ, puisqu'on le rappelle, en Australie, il s'était craché lors des tours de reconnaissance, donc il n'avait pas pris le départ. 2 Grands Prix, pas de départ, ça fait beaucoup de points perdus, beaucoup d'interrogations aussi sur la fiabilité de la monoplace, alors que justement en qualification, c'était une 5e et une 6e place, une 3e ligne pour McLaren, c'était plutôt pas mal. Il faut le dire, dans le rythme des Ferrari, c'était mieux que ce qu'on avait vu à Melbourne, donc il y avait de l'espoir. Mais malheureusement, un problème avant ce Grand Prix. Est-ce que vous avez déjà été surpris que les 2 pilotes ne prennent pas le départ ? Les 2 pilotes, je pense que ça, je sais pas si ça a déjà été fait. Je pense qu'il faut remonter à longtemps. 2006. La dernière fois que les 2 McLaren n'avaient pas pris le départ d'un Grand Prix. Oui, des conditions très particulières. Indianapolis. Ouais, après c'est peut-être aussi un manque de chance, malheureusement, mais en vrai ils font 5 et 6, donc en qualif c'est encourageant pour eux, mais bon, c'est juste des petits problèmes à régler, et je pense que ça va se régler au fur et à mesure de la saison. Il faut pas paniquer pour eux, c'est une équipe qui a de l'expérience, ils sont double champions du monde en titre, donc là on en parle beaucoup parce qu'il y a les 2 abandons, mais on va vite passer à autre chose après le Japon, je pense. Ouais, le problème, c'est que c'est quand même deux problèmes différents. Donc ça pose quand même des questions sur la fiabilité, d'avoir deux soucis au même moment, mais pas de la même cause. Oui, ça veut dire qu'il faut régler 2 problèmes bien différents. Il faut les comprendre, les régler, savoir pourquoi ça arrive à ce moment-là, 2 choses différentes. Donc c'est quand même assez stressant chez McLaren. Ils ont une petite pause de 2 semaines avant d'arriver au Japon pour comprendre ces problèmes. C'est quand même encore moins de tours que Aston Martin en course. Donc non, c'est vrai que c'est assez terrible ce début de saison, mais j'ai pas de doute non plus sur le fait qu'ils arrivent à se relever. De toute façon, on les a vus se relever en 2022 quand la monoplace était très mal partie pour gagner à la fin de la réglementation. Donc non, je me fais pas de soucis. McLaren, c'est quand même une équipe assez forte, assez puissante et qui a des ressources pour évoluer. Oui. Non, je pense qu'effectivement, McLaren va pouvoir se relever. Après, les déclarations des pilotes sont assez intéressantes parce qu'on a vu sur les 2 premières courses, surtout Lando Norris qui est assez évocateur. Il se plaint pas mal de sa monoplace, il n'est pas satisfait, il a du mal à se faire à cette réglementation. Donc moi, je pense qu'il va juste falloir trouver un petit peu de temps et pouvoir résoudre les difficultés. Il y en a un autre pilote, même une écurie de manière générale, qui a éprouvé beaucoup de difficultés dans ce Grand Prix, c'est Red Bull, mais surtout Max Verstappen, encore un départ extrêmement compliqué, il perd beaucoup de place au départ, c'est des problèmes qui sont récurrents, il avait déjà eu ça en sprint, on l'a vu pendant le Grand Prix, son train arrière qui était énormément en décrochage, beaucoup de graining aussi sur les pneus, son style de pilotage pour le moment ne correspond pas à cette nouvelle réglementation, et la Red Bull aussi ne l'aide pas. Isaac Hadjar aussi un départ compliqué avec ce spin à la fin du premier tour avant la grande ligne droite, mais quand même sa belle 8e place à l'arrivée, il faut le noter, beaucoup de résilience, il s'est battu au volant aussi pour aller chercher quand même quelques points avec l'abandon donc de Max Verstappen ensuite qui a abandonné au tour 46. Est-ce que vous êtes sûr, on sait que les émissions avant le début de la saison, il y en a certains autour de cette table dont moi qui avait parié peut-être sur le fait que Red Bull ait caché un petit peu son jeu. Il se trouve que finalement non, puisque les 2 pilotes sont en grande difficulté. Il y a des problèmes de fiabilité aussi sur la voiture, et il y en a un pour qui cette nouvelle réglementation ne passe pas du tout. Est-ce qu'on s'attendait quand même à voir Red Bull autant en retrait et éprouver autant de difficultés ?
Vas-y, je te laisse commencer, Victor. Ouais, non, niveau performance. Ça reste surprenant. Quand Oui, même, de niveau voir performance, Verstappen. on s'attendait pas du tout à autant d'écart avec Mercedes. On savait que Mercedes avait trouvé quelque chose avec son moteur, mais d'arriver à 1 seconde 5 d'écart en qualification, on s'attendait pas du tout à ça. Pour les départs, c'est aussi surprenant, parce que sur les 4 voitures motorisées Ford, il n'y a que la voiture de Verstappen qui est touchée par ce problème. Donc même lui, il explique qu'il ne sait pas ce qui se passe, et c'est le plus gros problème. Quand on a un souci, ne pas comprendre ce qui se passe, ça fait quand même assez peur pour la suite. Donc voilà, ils vont essayer de régler ça, mais l'écart de performance en lui-même, même en qualification sur un tour, il fait quand même très mal. Non, c'est clair, c'est compliqué. Il y aura de l'évolution, je pense, dans l'année. Mais oui, le style n'a pas l'air de convaincre Max Verstappen. De toute façon, il s'est exprimé plein de fois au micro un peu de tous les médias pour expliquer qu'il n'aimait pas du tout cette réglementation. Alors par contre, il ne veut pas quitter la F1. C'est quelque chose de bien, on espère le voir continuer dans cette catégorie. Mais non, c'est très compliqué. La voiture n'est peut-être pas assez sensible pour lui, peut-être un peu trop stable ou pas assez réceptive. Mais non, je ne doute pas qu'ils vont s'améliorer. Là, ça a été encore pire qu'en Australie. En Australie, c'était un peu mieux. Ça va peut-être changer sur d'autres circuits. Mais non, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bah, moi, je m'attendais pas à les voir aussi loin. Je m'étais dit, bon, ça va pouvoir se battre. Moi, je les avais vus un peu comme la troisième force du plateau. Et c'est vrai que les voir aussi loin, de voir Max en difficulté, et bah, je sais pas trop quoi dire, mais. Mais surtout que c'est loin autant en qualification qu'en course, parce que souvent c'est que Ferrari, ça a beaucoup été leur problème, c'était que c'était très rapide en qualification et beaucoup plus lent en course. Ils ont inversé cette tendance, mais c'est vrai qu'il en manquait parfois en qualification. La Red Bull, c'est encore pire en qualification, on les voit 9 et 10e, à peine en Q3, à plus de 1 seconde des Mercedes, Ouais, alors qu'on a c'est quand même des derrière McLaren. Alpine. Exactement, ouais, on a quand même des compliqué. Ferrari, même des McLaren, hors les problèmes qu'il y a eu sur les voitures, mais qui sont beaucoup plus rapides et qui arrivent à être dans la demi-seconde quand même des Mercedes. Donc ça suit ni en qualification ni en course, donc vraiment il y a rien qui va dans le sens de Red Bull pour le moment. Ouais, il y a beaucoup de boulot à faire. Mais je sais pas si vous avez vu, il y a un jour, Antonelli et Russell ont parlé dans la voiture, ils disaient ouais, peut-être que Red Bull, ils cachent bien leur jeu, etc. Faudra se méfier. Tout le monde se méfiait d'eux parce qu'on pense jamais que Red Bull va flancher ou va commettre de telles erreurs à ce point sur la mécanique de la voiture. Et au final, tout le monde se rend compte qu'ils sont à 1 seconde 5 de Mercedes, même un truc comme ça sur les qualifs. En course, ils sont inexistants en fait. Donc ils peuvent pas jouer les places, les podiums. Donc, mais vous voyez, avant, je pensais que Verstappen, je suis pas son plus grand fan, mais au final, j'aimerais bien qu'il remonte un petit peu, qu'il mette un petit Pour peu jouer. de piment dans cette saison, parce que je trouve qu'il en manque encore un petit peu, et je pense que Red Bull peut jouer les troubles faits, peut-être pas à partir de la mi-saison, mais peut-être à la fin de la saison pour un petit peu pimenter tout ça. Et alors qu'on nous dit dans le chat, on n'oublie pas que Isaac passe pour 2 millièmes en Q3 samedi, c'est vrai, ça symbolise effectivement cette difficulté de conduire la Red Bull pour notamment faire des bons temps de qualification et être bien positionné sur la grille pour le Grand Prix. 2 millièmes face à Hülkenberg qui Oui. n'a vraiment pas de chance en termes de qualification sur ce début de saison, qui rate à chaque fois la Q3 pour quelques millièmes seulement. Donc, en tout cas, c'est un bon début de saison d'Audi. Voilà, on a fait un peu le tour surtout de McLaren et de Red Bull, puisqu'on va moins en parler forcément dans ce débrief et dans les informations à retenir, ainsi que dans notre bonus-malus. On va tout de suite passer aux 3 informations à retenir dans ce Grand Prix. La première, vous vous en doutez, c'est évidemment la première victoire en Formule 1 d'Andrea Kimi Antonelli, l'Italien de 19 ans. C'est seulement le 16e Italien à remporter un Grand Prix. On dit seulement parce quand on parle de Formule 1, on a l'image de Ferrari. Quand même, l'Italie, pays de sport auto, autant dans les constructeurs que dans les pilotes. Et pourtant, seulement 16 pilotes italiens ont remporté un Grand Prix. Et c'est le premier depuis Giancarlo Fisichella et la Malaisie, le Grand Prix de Malaisie en 2006. Donc ça va bientôt faire 20 ans. Ouais. Puisqu'il me semble que c'était au début d'année ou à la fin de l'année. Mais en tout cas, on est sur la tranche des 20 ans. Donc ça fait énormément de temps. Voilà, comment vous l'avez trouvé, Kimi Antonelli, dans cette course? On a quand même vu une gestion de course sérieuse au niveau de la gestion de la monoplace, mais surtout une gestion émotionnelle aussi, hormis ce blocage de roue dans les derniers virages à la fin du Grand Prix où il a perdu 2 secondes, il me semble, sur Russell. Mais sinon, la gestion en tout point, elle était quand même très sérieuse. Ah mais totalement, hein. Et surtout, on oublie que c'est quand même un jeune pilote qui arrivait, on va dire souvent, beaucoup de personnes disent qu'il est arrivé très tôt dans la Mercedes. Et pourtant, il a vraiment fait une conduite parfaite du début à la fin. Il a géré la course, une gestion émotionnelle parfaite. C'était un peu...
Kimi Antonelli qui justement avait pris un petit peu le lead sur George Russell. Donc surprenant non quand on sait son talent, mais à si jeune pouvoir mener une course d'une si bonne manière, félicitations à lui. Non, surtout, moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est vraiment sur le deuxième stint, où il était plus rapide que Russell sur les hards. Il a tout de suite, il a eu un petit peu de chance. Cette safety car, il c'est moins dans le trafic que les autres. Mais non, il était très très fort sur le deuxième stint. Il n'a pas paniqué quand il s'est fait doubler par Hamilton au départ non plus. Donc non, très 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 belle course, très beau résultat. Et je pense que ça ne sera pas l'unique Grand Prix qui risque de gagner cette saison. Et c'est beau de voir un jeune aussi haut, aussi jeune. On l'avait peut-être pas vu depuis Max Verstappen. Donc non, c'est chouette de voir ça et très content pour lui. C'est le juge, je vous donne l'info avant de Le vous deuxième. passer la parole. C'est le plus jeune pilote à réaliser un hat-trick depuis Vettel en 2009. Ok. Ça donne quand même un peu la teneur, alors pas de l'exploit, parce que quand on a la voiture qui est la Mercedes, évidemment c'est un peu plus simple que pour d'autres, mais quand même ça donne la teneur de la qualité de ce jeune garçon au volant d'une Formule 1. Oui, à Trick, on le rappelle, Paul, Tout à meilleur fait. tour en course et victoire. Ouais. Il y a un seul tour du Grand Chelem. Ouais. Donc c'est Ouais, pris ça, par ça- Hamilton sur le c'est ça. premier tour. Ouais. Ouais. Non, moi je voulais dire Antonelli, tu parlais justement du départ et là où justement il a gagné sa course, c'est au départ quand il a été assez intelligent pour défendre sur Russell finalement. Il savait que les Ferrari, il allait les repasser en rythme sur la course. Et dès le départ, il s'est direct rabattu sur Russell parce que c'est lui son plus grand ennemi, en fait, son seul adversaire. Donc il a été intelligent de défendre sur Russell sans trop en faire. Il a bien couvert l'intérieur face à son coéquipier et c'est ça, moi je pense qui lui a permis de prendre cette victoire. Après, il y a eu le safety car où Russell était un peu plus loin dans le peloton, il a dû remonter. Il a eu un peu de mal à faire chauffer ses pneus hard, d'ailleurs Russell sur la relance safety car. Antonelli, lui, l'a parfaitement géré, donc ensuite il a déroulé son plan pour aller remporter sa première victoire. Non, mais t'as tout dit. Hein. C'est juste le départ où il a un petit peu flanché, mais il a pas paniqué. Donc, franchement, à 19 ans, franchement, faire le hat-trick comme ça, moi, ça m'a. À la fin, je pensais que Russell allait. Parce que quand il a doublé les Ferrari, je me suis dit, Russell va commencer à recoller, etc. Il restait quand même 20 tours, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est possible qu'il fasse quelques erreurs et que Russell le gratte un petit peu. Pas du tout. Il a carrément repris du temps sur Russell. Franchement, chapeau quoi. Mais ce qui était impressionnant, c'était à la relance après le tour 14 donc de la safety car. On avait un Russell qui n'avait pas de grippe, qui s'est fait doubler par les Ferrari. On y reviendra, mais à mon avis, chez Ferrari, on a peut-être cru à une victoire parce que le rythme était énorme à ce moment-là par rapport à la Mercedes de George Russell. Mais Antonelli, fluide, aucune erreur, qui lui a su mettre ses gommes en température. Et franchement, la gestion, c'est jamais facile de gérer la relance d'une safety car quand vous êtes en tête, surtout avec ces monoplaces et ce déploiement de la batterie où on ne sait pas vraiment ce que l'autre va faire derrière et il peut y avoir un boost de batterie et vous pouvez vous faire dépasser. Là, franchement, c'était quand même assez bluffant de le voir avec cette sérénité. Non, c'est clair, il a été très calme et surtout sur le départ, on en parle beaucoup. On rappelle qu'il a raté son départ en Australie, le départ de la sprint en Chine où à chaque fois il a perdu énormément de positions. Là, il est en pôle, il est devant Russell pour la première fois et là, il se rate pas. C'est ça qui est fort aussi. Moi, j'avais peur qu'il se rate au départ peut-être ou qu'il refasse un peu la même chose que les deux premiers Grands Prix. Là, non, il n'a pas flanché. Il y a toujours Ferrari qui a cet avantage-là. Mais pour le coup, il n'a pas flanché, il n'a pas patiné au départ, il n'a pas fait la même erreur. Et c'est là, pour moi, dès ce moment-là, on sait que la course commence mieux pour lui. Et ça, quand même, enlève une grande difficulté au début de la course. Et avec un moins bon départ, ça aurait sûrement été plus compliqué pour aller chercher la victoire. Léna, j'ai une question pour toi. Oui. Elle peut être un peu compliquée, mais est-ce que tu penses qu'avec ce qu'on a vu de Kimi Antonelli sur ce Grand Prix et ce qu'on a aussi vu un peu de moins bon de la part de George Russell en course, est-ce que tu penses que le jeune Italien peut rivaliser cette saison avec George Russell si jamais on a une domination Mercedes sur la totalité des 22 Grands Prix? Bah écoute, au début, sur la toute première émission, je pensais que ce serait pas possible. Mais moi j'ai envie de te dire que On a envie d'y croire. on a envie d'y croire sur sa merveilleuse performance. Moi je dis pourquoi pas justement aller titiller un peu de George Russell. Donc moi je pense que ça peut être possible, à voir bien évidemment l'évolution de la saison. Mais il a déjà fait une très bonne première saison l'année dernière, pas l'oublier, il a signé des podiums. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Est-ce que tu penses que Russell est assez solide quand même pour ne pas craquer face à son jeune coéquipier, pour maîtriser les événements? Moi, je pense que oui. Après, George Russell, ça fait un moment qu'il est en Formule 1. Là, il a un peu le rôle du pilote leader. C'est lui qui a le plus d'expérience. Et moi, je pense que c'est quand même un pilote talentueux. Donc, je pense qu'il peut garder le lead sur Kimi Antonelli. On le rappelle, ça sera quand même compliqué pour Russell puisque c'est la première fois qu'il va être en mesure de jouer
le titre. On sait que c'est toujours particulier au moment de conclure, si jamais il sera encore en tête à ce moment-là. J'ai dit 22 Grands Prix juste avant, puisqu'on ne l'a pas dit en introduction, mais les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, qui étaient les 2 seuls Grands Prix du mois d'avril, ont été annulés à cause de la situation géopolitique qui concerne le Moyen-Orient. Voilà, donc ça fera une saison à 22 Grands Prix, puisque pour le moment, il ne devrait pas être remplacé. Ce qui fait qu'on retrouvera, après le Japon en fin mars, on retrouvera la F1 le deuxième week-end de mai à Miami. 5 semaines de pause, ça va faire un petit manque quand Il y même. aura sur 33 jours, ouais, exactement. C'est ça. Donc Ça va faire mais d'un côté, les écuries pourront aussi travailler de leur côté pour avoir une meilleure compréhension de leur monoplace, donc c'est peut-être pas plus mal. Frédéric Vasseur l'a dit, du coup, ils apporteront peut-être un package 1.5 à Miami parce qu'ils avaient prévu d'apporter des pièces à Bahreïn. Donc on verra peut-être des changements à Miami, ça pourrait être très intéressant de suivre ce Grand Prix. Parce qu'on verra peut-être des évolutions, peut-être le top 4 se rapprocher, Red Bull revenir un petit peu. Donc non, ça pourrait être très intéressant à Miami, on verra peut-être les premières grosses évolutions. Donc à suivre. Avec une piste en plus intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle est assez hétérogène. On a le dernier secteur qui est quand même sinueux, avec ce petit passage avant la ligne droite. On a des secteurs avec des virages rapides, une grande ligne droite. Donc ça va être intéressant de voir quelle voiture s'en sort le mieux sur ce tracé hétérogène. La deuxième information à retenir de ce Grand Prix, ça concerne Ferrari, puisqu'on a eu quand même le premier podium de Lewis Hamilton en rouge, si on enlève évidemment la course sprint en Chine de l'année dernière, si on compte vraiment que les Grands Prix. Donc Ferrari à la bataille, mais assez loin, c'est ce qu'on a titré sur le synthé à l'écran, parce qu'effectivement on a eu du spectacle, on a eu un podium de Lewis Hamilton avec Charles Leclerc juste derrière. Ils ont doublé les Mercedes au début du Grand Prix, donc il y avait beaucoup d'animation, mais assez loin quand même, puisque quand Ferrari n'est plus à la bataille avec Mercedes, c'est beaucoup plus compliqué en termes de rythme. On voit, ça termine à plus de 10 secondes. Donc, voilà. Mais néanmoins, on a quand même une écurie qui a réussi sa transition par rapport à Red Bull et McLaren, mais il en manque quand même pas mal par rapport à Mercedes. Premier podium de Lewis Hamilton, il faudrait revenir quand même sur son rythme ce week-end, puisqu'il était quand même au-dessus de Charles Leclerc sur pas mal de points, et ça fait plaisir de voir le Britannique se sentir, à mon avis, libre et pouvoir réaliser cette belle performance avec Ferrari, la première. Bah, tout à fait. Hein. Moi, je trouve que déjà, on a vu la saison compliquée de Lewis Hamilton l'année dernière qui s'est vraiment fait laisser dominer par son coéquipier. Et là, on voit qu'il, sur ce Grand Prix de Chine, il a l'air de bien lui avoir convenu et potentiellement un peu plus de confiance de la part de Lewis Hamilton qui a réussi à prendre un petit peu, on va dire, l'ascendant sur son coéquipier. Donc, très bon podium. Et puis, à voir sur le reste de la saison si les deux coéquipiers se renvoient un petit peu la balle, j'ai envie de dire. Il a plus d'envie. Moi, je trouve que c'est ça qui est marquant, c'est que l'année dernière, on le voyait sur son visage, sur ses interviews. Il était des fois assez déprimé, un petit peu. Ouais, fermé, ouais. Ça fermé. Là, il est très ouvert, très jovial. En interview, il est très souriant. Il dit toujours des choses assez positives. Il va très rarement dans le négatif. Et non, je pense que ce podium lui fait énormément de bien. On rappelle, c'est le plus longue série de Grands Prix sans premier podium chez Ferrari dans l'histoire de l'écurie italienne. Mais non, ça va lui faire énormément de bien. Et je pense que cette saison, on peut le voir à plusieurs reprises devant Leclerc, ou les voir se batailler, comme on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Victor, quand même, on a assisté à une course très offensive de la part de Ferrari au départ. Alors on sait que la Ferrari est très véloce sur les départs, il y a une grosse motricité pour s'extraire de l'emplacement sur la grille, donc c'est vraiment impressionnant et ça offre, comme on l'a eu à Melbourne, des départs spectaculaires. Mais derrière, Hamilton, c'était une course offensive. Il n'a jamais hésité à attaquer les Mercedes, il a même longtemps tenu George Russell derrière. C'était quand même intéressant de voir cette Ferrari à la bataille un peu plus longtemps que ce qu'on avait eu à Melbourne. Ouais, on retrouve un Lewis Hamilton de ses grands jours. Voilà, il n'hésite pas à attaquer, à être un peu plus dur sur la défense aussi. Il a retrouvé sa confiance, son pilotage. Il se sent bien dans la voiture. C'est une réglementation qui sent bien. Pendant tout l'hiver, sur ses réseaux sociaux, il mettait les messages. Il était prêt. Il avait envie de commencer. Et là, voilà, il a parlé. Maintenant, il agit. Il commence à être au niveau de Charles Leclerc, voire à le devancer. Pour Hamilton, voilà, ça fait plaisir aussi de revoir ça. Et puis là, c'était un podium très émouvant avec son ancien coéquipier Russell et avec celui qui le remplace, Antonelli, avec son ancien ingénieur. Donc c'était un très beau podium pour Hamilton, pour Ferrari, pour Mercedes, pour tout le monde. Ouais, moi aussi j'ai adoré l'intelligence de course qu'il a eue, la gestion de ses pneus, etc. Il a eu du graining bien plus tard que Leclerc, c'est pour ça aussi qu'il a réussi à bien finir la course. Et
Après, il y a eu la safety car qui nous a un petit peu prolongé le plaisir en voyant Russell se faire dépasser par Hamilton et Leclerc. C'est en mi-course, début mi-course. Ils ont su, ils sont bien amusés tous les deux. Bon, c'est ce qu'on va voir après, mais ouais, c'est fou de le revoir sur le podium en plus en rouge. 202e podium en plus. 103. 203, Ouais. oui, 203. Donc ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres quoi. Et le seul de l'histoire en avoir pour McLaren, Mercedes et Ferrari. Ouais. Donc non, ça en rajoute un, c'est nouveau record. Il bat son ancien record de podium. Donc non, c'est... Il s'est souvenu de qui il était quoi, donc c'est cool. C'est celui de l'année dernière. Et dans le chat, on nous dit, alors c'est de dégradé au sécateur, c'est de très bonnes statistiques. Hein. Dans le chat, petite stat, mais Hamilton continue sa série car chacun de ses premiers podiums pour chaque écurie, donc McLaren, Mercedes et Ferrari, il a obtenu à chaque fois la 3e place. Ouais. Donc voilà, ça c'est de bravo parce que Merci, c'est JP. de Merci, très JP. bonnes statistiques. Hein. Franchement, bravo. Et oui, donc ça fait 477 jours qu'Hamilton n'était pas monté sur un podium. Une Donc, éternité. à la fois 2 pilotes, puisque Charles Leclerc, quand même, après un très bon Grand Prix d'Australie et un très bon rythme en Chine, Hamilton a retrouvé le goût du pilotage et avec une voiture qui lui correspond. Et Ferrari, malgré une performance assez lointaine de Mercedes, arrive quand même à batailler, on va en parler après. Donc finalement, on a une écurie quand même qui s'est bien développée. Avec des pilotes Clairement. qui sont heureux au volant, mais il manque ce petit supplément pour venir rivaliser. On attendra quand même le 1er juin avec le mélange à chaud qui sera autorisé pour toutes les écuries si ça change quelque chose. Sachant qu'il y a 2 Grands Prix en moins, donc on va revenir après le Japon en mai et on sera plus qu'à un mois de cette date fatidique du 1er juin. Donc si Mercedes n'a pas tellement d'avance et que ça change beaucoup de choses, on ne serait pas à l'abri de voir Ferrari peut-être resserrer les rangs vers la fin de la saison, ce qui pourrait nous offrir une fin d'année palpitante. Ouais, Puis bah, dès le Japon, avec un circuit avec beaucoup de virages rapides et d'enchaînements, je pense que ça peut être intéressant de voir le niveau de Ferrari en qualification face au Mercedes. Il y a moins de lignes droites, moins de recharge, donc déjà dès dans 2 semaines, ça peut être intéressant. Ça va être encore plus intéressant après parce qu'on l'a vu en virage lent. Ferrari détruit tout le reste de la grille. C'est plus de 6 dixièmes d'avance sur Mercedes qui sont les deuxièmes. Donc ça va être très intéressant sur des tracés de ville comme Monaco ou quoi, où là on pourra peut-être voir Ferrari être un petit peu devant les Mercedes si ça ne change pas grand-chose au niveau du moteur. J'espère qu'on va pas les voir se battre tout le temps pour la 3e place parce qu'en fait ils vont alterner entre Leclerc et Hamilton pour la 3e place. J'espère que on va voir au moins une Ferrari gagner cette année. Ça serait beau. Même, pardon. Vas-y. Moi, j'ai été un peu surprise. On va en revenir après, mais sur. En fait, je m'attendais à ce qu'on ait une directive sur au niveau des dépassements et au niveau de entre la bataille entre Hamilton et Leclerc. Je me suis dit, ils vont donner des indications ou pas du tout. Et au final, moi, je dis merci de ne pas avoir donné d'indications pour cette belle bataille et ce beau dépassement. On a même Charles Leclerc qui s'est amusé à la radio avec son ingénieur en disant très fun, très sympa cette bataille. Ouais. Ça montre aussi que même une 4e place, donc sans podium, on a un pilote quand même monégasque qui n'est pas frustré. Et ça c'est important, ça montre aussi la confiance qu'il a dans son pilotage et le respect aussi de Lewis Hamilton. Et il sait qu'il va refaire des podiums sur les prochains Grands Prix, donc ça montre quand même que l'ambiance est saine au sein de Ferrari. Ouais, vraiment. Après, attention Mercedes, on l'a vu ce week-end, Russell qui n'a failli pas participer à la Q3. Ouais, un Donc, seul tour. Un seul tour, c'est ça. C'est ce qui permet peut-être à Antonelli de prendre la pole, on ne pourra jamais savoir, mais c'est quand même un tour de moins, c'est quand même Ouais, non, mais c'est assez sûr. important. Mais il y a quand même cette fiabilité Mercedes qui a l'air d'être un petit peu plus faible que celle de Ferrari. Et ça pourrait peut-être bien offrir au cours de la saison, si niveau moteur ça ne change pas, une petite victoire ou une possibilité de victoire pour Ferrari. Et c'est à observer pour eux, faut y faire attention à ça. Il y a une autre écurie qui a réussi un plutôt bon week-end et c'était moins le cas en Australie. Avec tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, c'était un peu moins évident de voir qu'un bon week-end à l'arrivée, c'est Alpine. Alors j'allais dire l'écurie française, mais elle est de moins en moins française. Néanmoins, c'est quand même Alpine. Les 2 pilotes dans les points. Très belle 6e place de Pierre Gasly et très belle 10e place de Colapinto qui a longtemps été 2e, a résisté alors sur une stratégie décalée évidemment, mais qui a quand même occupé cette 2e place, et ce qui montre qu'Alpine avait confiance en cette stratégie, et surtout qui a été touché par Esteban Ocon au niveau de l'escargot dans les premiers enchaînements. On aurait pu croire que ça aurait ruiné sa course, mais finalement non, l'Argentin a réussi à reprendre le contrôle de sa monoplace, à reprendre son rythme et à décrocher une 10e place avec une voiture qui était pas si endommagée que ça. Donc voilà, on a Alpine qui a montré des stratégies décalées avec des pilotes en confiance qui se sont longtemps battus avec les As. C'est un très bon week-end au niveau comptable et au niveau performance quand même pour Alpine qui intègre ces 2 voitures dans le top 10. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec des pilotes
quand même assez content après en zone mixte après le Grand Prix. Non, puis Gasly 6e, qui il a été un petit peu malchanceux sur la safety car, ça lui a fait perdre du temps. Je pense qu'il aurait peut-être pu aller chercher la 5e place de Biermann censé être safety car ou avec un fonctionnement un peu différent. Mais il revenait sur Verstappen, il revenait sur Biermann en fin de course. Donc non, c'est très 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 solide pour Alpine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'en Australie, ils ont eu des problèmes électriques en début de week-end, ce qui leur a empêché de travailler la performance. C'est pas arrivé ce week-end et là on voit les résultats. Et malgré qu'il y en a qui sont pessimistes sur ce moteur Mercedes, c'est quand même une évolution, c'est quand même des améliorations pour Alpine et ça fait plaisir de les revoir aussi haut dans la grille. Ah mais complètement. Hein. Moi la performance d'Alpine, franchement très très bonne performance et puis en plus d'avoir cette fois-ci 2 voitures dans le top 10, ça fait énormément de points, énormément de bien, pardon, à l'écurie qui, on l'a vu, la saison précédente a eu une saison assez compliquée. Et là, les 2 pilotes, ils ont l'air plutôt ravis de leur monoplace et à voir ce que ça va donner en termes de performance. Donc, très contente. On peut dire que c'est quand même la 3e, ce week-end, la 3e force en termes de fiabilité, parce qu'ils ont quand même réussi à mettre 2 voitures dans le top 10, comme Ferrari et Mercedes. C'est dommage que Gasly ne puisse pas aller chercher cette 5e place, mais vous vous rendez compte quand même, il est 6e. C'est super encourageant, même si on sait que les McLaren n'étaient pas là et peut-être qu'il aurait peut-être pu reculer de 1 ou 2 places si elles avaient été là, mais ils avaient parié sur 2026, ils l'ont dit pendant longtemps. Pour l'instant, c'est en train de se confirmer, mais bon, on espère qu'ils vont encore plus s'améliorer pour pourquoi pas un podium pour récompenser tout ça. On les a vus longtemps à la bataille avec As, Victor. C'est vrai que si on couple fiabilité et performance, donc on enlève les McLaren, on a ce week-end Mercedes, Ferrari et derrière quand même As, Alpine qui ont eu cette position de 3e force du plateau à la bataille pour les places d'honneur derrière les top teams, ce qui est quand même assez dingue. C'est aussi le lot de surprise que peut nous offrir cette nouvelle réglementation forcément. Oui, et finalement sur les équipes clientes au moteur Mercedes, donc Williams, McLaren et Alpine, finalement ceux qui ont eu le mieux travaillé ce week-end en Chine, ceux qui placent leurs 2 voitures dans le top 10. Donc ils ont bien compris ce moteur, ils ont bien travaillé autour sur un bon châssis. Donc voilà, et puis Pierre Gasly, on sait que quand il a une voiture qui fonctionne, il est toujours là pour marquer les gros points. Sans la safety car, il aurait dû, je pense même, finir 5e. Mais c'est dans le bon sens, d'être déçu d'une 6e place, c'est quand même une bonne indication pour la suite de la saison, je trouve. Oui, parce que l'année dernière, ils se seraient satisfaits avec grand plaisir d'une 6e place. Là, ils en veulent plus. Ouais, ils en veulent plus, ce qui est bien pour eux. Au midfield, on va avoir quand même une belle bataille entre As et Alpine toute la saison, je pense. Ça va faire du beau spectacle, parce qu'on les a vus à 2 contre 2 pendant une partie du Grand Prix. Après, il y a Verstappen qui est venu un petit peu se mêler, mais c'était beau à voir, des belles passes d'armes, des belles défenses. Donc, hâte de voir tout ça. Et là, les 2 pilotes vont être super importants pour marquer un maximum de points, parce que ça va se jouer. Ils vont à chaque fois grappiller 3-4 points au fur et à mesure, mais il va falloir toujours être dans les points pour... Puis même, ça permet de les mettre un peu plus en lumière, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un peu sur les forces, les top teams, et là, voir un peu des écuries de milieu de plateau, ça peut leur apporter un petit peu de lumière, et ça fait plaisir à voir. Elena, je sais pas ce que tu en penses, mais Franco Colapinto, son niveau est bien meilleur que l'année dernière en qualification, mais en course. Il a livré une très belle course, Londres en 2e, on l'a dit, avec une stratégie décalée, mais dans un bon rythme. Il a même, après l'accrochage avec Esteban Ocon, il a retrouvé le rythme pour quand même accrocher les points. L'Argentin, il montre de très belles choses en 2026 et fait taire un peu les critiques à son égard qu'il y avait eu par le passé, notamment l'année dernière. Ah mais tout à fait, hein. C'est un très très bon début de saison de la part de Colapinto par rapport à la saison précédente. Là on voit qu'il arrive à se mettre dans le rythme, à accrocher plus son coéquipier, à être là pour son écurie en tant que 2e voiture. Donc un très très bon début de saison de la part de Colapinto et on espère que ça va durer. Avant de passer au bonus-malus, et on verra si on a le temps en fin d'émission pour un petit débat, normalement vous allez avoir les classements pilotes et constructeurs qui vont s'afficher. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est du direct dans tous les cas, donc on fait avec les aléas. On me dit que les classements vont s'afficher avec George Russell qui est premier à 51 points, 4 petits points quand même devant son coéquipier Kimi Antonelli, et derrière Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui se tiennent dans un mouchoir de poche avec 34 et 33 points respectivement, et quand même Oli Biermann qui est 5e avec 17 points grâce à son bon week-end en Chine. C'est quand même un début de saison intéressant.
Et meilleur Puis, début de saison d'Hamilton depuis 2021. Après 2 Grands Prix, il n'avait pas eu encore 33 points. Donc, mais surtout, ouais, Biermann, c'est très très solide. Et on en parlera peut-être après, mais son coéquipier, c'est plus compliqué. Oui, effectivement, Fabio, on va en parler après. Mais on va, pour commencer ce bonus-malus, on va tout de suite parler de la meilleure déclaration du week-end. C'est celle de Pérez au volant qui dit « J'ai besoin de plus de champignons, il n'y en a plus ». Il fait référence, évidemment, alors c'était pas pour manger, hein, vous vous en doutez bien, mais c'était une référence au jeu Mario Kart. Tous les pilotes, on a entendu Charles Leclerc le faire beaucoup de fois, notamment en Australie, font des références à Mario Kart. Alors on va le prendre un peu d'une manière ironique, un peu satirique. Pérez à bord de la Cadillac, c'est peut-être autre chose que des champignons et des boosts d'énergie en piste qu'il lui faut et qu'il faut à l'écurie, parce qu'encore une fois, La fusée. on a une écurie qui traverse le vide, Cadillac, sur ce début de saison. C'est ce qu'on pressentait un peu, mais ça se confirme avec Bottas et Pérez qui sont absents de la réalisation vidéo à la télé, tellement en fait ils sont loin en rythme et qu'il n'y a rien à proposer sur leur voiture. C'est quand même triste de voir Sergio Pérez qui a quand même gagné plusieurs Grands Prix, qui a fait les grandes heures de Red Bull aussi avec Max Verstappen, notamment en 2021. C'est dur de les voir à cette position aussi loin en tout cas. Oui, pardon. Oui, c'est sûr. Après, on s'y attendait un peu dans le sens où c'est une écurie qui part de zéro. Certes, de très bons pilotes, ils n'ont aucune base de données, contrairement à Audi maintenant. Donc, faut s'y attendre. Après, c'est sûr que c'est un début de saison compliqué. Et puis, c'est que ça fait que 2 Grands Prix pour une écurie qui arrive dans une toute nouvelle réglementation. Donc, moi, je suis pas énormément surprise et je m'inquiète un peu, certes, par rapport aux autres performances des écuries, mais je trouve que c'est quelque chose de totalement normal. Et je mets de gros guillemets sur la question, mais on va attendre de voir les prochains Grands Prix pour vraiment se pencher sur la question et se prononcer. Non, on peut se contenter d'un truc, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls à l'arrière. Il y a Aston Martin pour les accompagner. Quand ils arrivent à faire plus qu'une trentaine de tours sur un Grand Prix. C'est ça. Mais on les a vus d'ailleurs se batailler. Alonso faire un petit coucou à Pérez qui passait devant lui. Mais non, c'est très compliqué. Après, voilà, on s'y attendait, comme tu l'as dit. Pas de data. Ils arrivent, c'est compliqué. Mais ça peut progresser. Après, voilà, c'est 4 secondes 7 à peu près au tour sur ce Grand Prix de Chine. C'est énorme. Ah oui, totalement. Le gap est stratosphérique. Après, Mercedes sont un peu une fusée cette saison. Mais ça progressera sûrement. Ça prendra du temps parce qu'il faut se développer, il faut recruter des gens, il faut aller chercher de l'information. Ils roulent, ils finissent les Grands Prix. C'est ça qu'il faut mettre quand même en compte. C'est qu'ils prennent des données et ça va s'améliorer, je pense. Mais c'est compliqué et ça fait quand même du mal un petit peu pour eux, quoi. Ouais, même les arrêts au stand, ils ont aussi du mal un peu partout. Il y a du 5 secondes par arrêt, donc c'est sûr que voilà, il faut qu'ils travaillent partout, sur tous les points. C'est une nouvelle équipe, on s'attendait à ce qu'ils soient au fond de la grille, c'est normal qu'ils soient en retrait. C'est sûr que l'écart fait un peu mal, comme tu l'as dit, mais bon, voilà, ils auront le temps de travailler, mais puis dans 2-3 ans, ils veulent travailler aussi sur leur moteur. Donc est-ce qu'ils ont vraiment travaillé ce moteur Ferrari? Est-ce qu'ils sont vraiment penchés dessus? Ça, on ne le saura pas trop, mais voilà, ça viendra plus tard. Ouais, bon, on va dire que c'est une équipe rookie. Hein. Ils commencent, ils prennent de l'expérience. C'est comme les pilotes qui arrivent, hein. Ils font des erreurs et puis voilà, ils apprennent. Hein. Ils verront au fur et à mesure de la saison. Après, peut-être qu'ils vont plus nous surprendre que ce que l'on pense. Bon, ils partent tout en bas, comme certaines que tu as citées, Fabio, mais on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve. Donc, certes, ils sont à 5 secondes, c'est loin, mais bon, on verra, on ne sait jamais. Allez, maintenant, on va revenir sur le meilleur dépassement. On a un peu joué sur les mots parce que c'est pas le meilleur dépassement, mais on va changer cette semaine. C'est la meilleure bataille, c'est celle entre les 2 coéquipiers chez Ferrari. Difficile de prendre un seul dépassement. Il y en a eu des beaux, mais on a préféré prendre de manière large cette bataille entre les 2 coéquipiers. Donc, bataille au début du tour 27, rebelote au tour 36 avec Hamilton qui prend la 3e place, puis directement au tour 37, puis au début du tour 40. On a vu des pilotes qui se sont amusés. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bataille? Certes, c'est entre coéquipiers, c'est pas pour la victoire. Néanmoins, ils sont rapides. Et surtout, la donnée importante, c'est que Ferrari n'a pas empêché la bataille. Alors, on se plaignait parfois de Red Bull qui a empêché Pérez d'aller challenger Verstappen, ou McLaren qui a pu mettre en place des consignes ou faire repasser Norris devant Piastri. On a subi parfois ces consignes d'équipe.
Là, cette fois, alors peut-être qu'on a un peu serré les dents et croisé les doigts du côté du Murray Destin de Ferrari et de Fred Vasseur, ce qui est normal puisque un accrochage, ça aurait pu mettre les deux voitures dehors. Néanmoins, on a eu une super bataille et pour reprendre les mots de Julien Febvre à l'antenne de Canal+, qui a dit « vous faites du bien à la Formule 1 ». C'est vrai que quand on a une domination comme celle qui est en train d'instaurer Mercedes, ça fait du bien de voir des pilotes, et surtout quand c'est Ferrari, batailler à l'avant quand même pour un podium. Donc il faut rendre à César ce qui est à César et les féliciter pour cette bataille. Comment vous l'avez trouvé, cette bataille entre les deux Ferrari? Assez cordiale, notamment. Il n'y a pas vraiment eu de contact. Stressante, vraiment. Stressante également. Sur tout le long de la bataille, moi je me suis dit mais c'est pas possible, il y en a un, il va sortir l'autre ou les deux vont se toucher et puis au final un pilotage vraiment de grande maîtrise et ce qui montre tout le talent qu'ont les pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Donc moi je remercie encore une fois vraiment le Murray Destin de Ferrari de n'avoir pris aucune position et juste d'avoir laissé le spectacle se faire confiance à ces pilotes et qui en plus eux en zone d'interview, les deux ont vraiment apprécié cette bataille. Donc moi je trouve que c'était une très bonne partie de divertissement dans le Grand Prix et que sinon ce serait quand même pas mal ennuyé, je pense. Je vais reprendre les mots de Julien Febvre. Je pense qu'ils avaient quand même les mains moites et pas que les mains moites sur des stands. Mais non, merci. Je pense que c'est un mot, c'est oui, un peu stressé, mais surtout merci parce qu'ils nous ont fait du beau spectacle. Les pilotes se sont amusés et pourtant même quand il y avait Russell derrière eux. Donc merci parce qu'ils ont fait du grand bien dans ce Grand Prix et ça a été très respectueux entre les deux pilotes. C'est pas aller au-delà des limites et c'est ce qu'on aime voir en Formule 1. Oui, de toute façon, ils peuvent se le permettre. Ils sont trop loin des deux premières places. Ils sont très loin devant les autres. Donc, ils peuvent se permettre de laisser se battre les deux équipiers. On verra au fil de la saison s'ils se rapprochent des Mercedes, comment ces duels vont tourner. Mais pour l'instant, évidemment, ils sont un peu seuls au monde entre la 3e et la 4e place. Donc évidemment, ils nous ont tous régalés sur ce Grand Prix. Et on verra aussi si jamais il devait y avoir un accrochage malheureux entre les deux, si du côté du Murray Destin de Ferrari, on en vient à interdire les duels, ce qui serait plausible si Ferrari est amené quand même à jouer des podiums et des positions sérieuses pour le championnat. Le Vasseur, je pense qu'il a dû perdre aussi quelques kilos, clairement, autant que les pilotes, parce que en vrai c'était tellement beau, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu cette bataille. Les dépassements d'Hamilton sur Leclerc, j'ai adoré quoi. On est là, on se dit est-ce qu'ils vont se toucher? Pas du tout. Enfin, ils se sont touchés à un moment, je crois. Hamilton l'a dit, mais non, pourvu que ça dure. Vraiment, vous avez tout dit. Donc le talent a parlé et puis j'espère juste qu'ils vont pas se toucher et que la bataille va s'arrêter que bientôt parce que il faut encore du spectacle. On a quand même en plus deux pilotes très talentueux, autant dans l'offensif que dans le défensif, dans une monoplace de Formule 1. Donc c'est sûr que ça aide à être cordial finalement au volant et à se battre dans les règles de l'art et assez proprement. On va parler de notre bonus, et on va rester sur le positif avant d'en venir malheureusement sur le négatif. Notre bonus de ce week-end, c'est Ollie Biermann avec cette 5e place pour Haas, métronome. On a l'impression qu'on ne l'a pas vu du Grand Prix à la réalisation. On voyait ceux de devant avec Mercedes et Ferrari. On l'a vu quand il y avait la bataille avec Alpine. On a vu ceux derrière avec à la fin le retour d'Adjar dans les points. Mais finalement, Biermann était là en 5e place, bien solide, accroché, métronome, avec un très gros rythme quand même à bord de sa Haas. Il s'est bien battu, il a su tirer parti de cette bataille pour en fait, entre les Alpines et les Haas, être le plus haut finalement à l'arrivée dans ce classement. C'est très impressionnant. Il nous avait impressionné le rookie, notamment au Mexique l'année dernière. Il avait fait un super Grand Prix. Il était en passe d'aller chercher un podium en plus, avec quelques tours de moins malheureusement. Mais là, pour débuter la saison, franchement, c'est Esteban Ocon, on en parlera, mais qui souffre énormément de la comparaison avec son coéquipier. Ouais, non, c'est exceptionnel, plus rapide que Max Verstappen en course. Max Verstappen n'a pas réussi à le dépasser. Il a été bon dans la bataille avec Colapinto et Ocon. Non, il a très très bien géré, même en qualification, ça a été en Q3 encore une fois. Non, c'est très très beau de le voir comme ça. 17 points pour lui, 17 points pour Haas. C'est un très 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 beau début de saison et je pense qu'on peut le voir peut-être aller chercher un podium cette saison sur un petit Grand Prix avec un peu de scénario comme les McLaren de ce week-end. Je pense qu'on peut espérer aller le voir chercher ça cette saison et ça me ferait très plaisir pour lui parce que c'est peut-être le futur de Ferrari. Il l'a souvent répété même lui-même. Il est toujours en discussion avec Ferrari. Et voir un pilote comme ça qui pourra arriver chez la Scuderia, ça ferait grand plaisir.
Une deuxième personne avant de passer au malus, Léna. Oui. Qu'est-ce qui t'a vraiment impressionné, Oli Biermann? Oui. Non, tout à fait. Hein. Franchement, pareil, jeune pilote qui arrive avec autant de talent. Une course maîtrisée, pas d'accrochage, une gestion dans la bataille, dans les dépassements. On voit hein, qu'il a clairement l'ascendant sur son coéquipier et on voit qu'il est à l'aise avec sa voiture. Et puis il fait un très très bon début de saison, comme tu l'as dit. Donc vraiment agréablement surprise par la performance du jeune Oli Biermann. Je me tourne vers vous maintenant, Victor et Louis, pour passer au malus, parce que le temps presse un peu, mais c'est son coéquipier, Esteban Ocon, voilà, l'équipe As qui complète le bonus-malus, mais Esteban Ocon, Grand Prix très compliqué en termes de rythme par rapport à Oli Biermann, même si quand il y a eu la bataille avec Alpine, il était présent, il était là pour se battre, mais derrière on a cet accrochage et ce dive bomb vraiment mal calculé, mal maîtrisé sur Franco Colapinto. Heureusement, l'Argentin a quand même pu finir la course et a même rapporté un point à Alpine. Il a écopé de 10 secondes de pénalité, le Français, suite à cette action. Et donc derrière, la course était foutue. Mais vraiment, on a un Esteban Ocon. On pensait retrouver un bon Esteban Ocon. D'ailleurs, Ayao Komatsu l'avait dit avant le début de la saison. Il avait déclaré que Ocon n'avait pas été au niveau lors de la saison dernière. Donc c'est des mots quand même durs. Mais quand on est un pilote de la trempe d'Esteban Ocon, évidemment, on se doit de faire mieux, surtout face à Oli Biermann, qui n'a pas non plus 50 ans d'expérience en Formule 1. C'est un début de saison très compliqué, un Grand Prix de Chine très compliqué. Il va falloir tout de suite rebondir dans 2 semaines du côté de Suzuka. Ouais, pour moi, c'en est presque inquiétant ce début de saison. Il ne se sent pas du tout dans la voiture. Peut-être avec cette nouvelle réglementation, il ne doit pas encore se l'approprier. Là, la différence avec son coéquipier, elle se fait vraiment ressentir énormément. 17-0 au championnat en 2 week-ends, ça fait quand même mal pour Ocon. Pourtant, c'est un pilote talentueux, mais il doit se passer quelque chose avec cette nouvelle réglementation. Komatsu lui a fait ce rappel. C'est vrai que la saison dernière, déjà, c'était assez compliqué sur la fin de saison. Et là, ce début de saison, il est très inquiétant face à Biermann, qui, on l'annonce depuis quelques années, est le futur de Ferrari. Il y a très bon pilote, très rapide. Mais voilà, il faut quand même se montrer au niveau, se montrer normalement au même niveau que Biermann. Ça devrait être une formalité pour lui. Mais là, il est très très loin en course. Et puis cette erreur il semblait un peu désespéré sur cette attaque sur Colapinto. Il s'est tout de suite excusé, mais les 10 secondes étaient totalement méritées. C'était vraiment une offensive venue nulle part. Donc c'est inquiétant ce début de saison d'Ocon. Louis, on va même aller plus loin. Est-ce que tu vois le Français capable de réagir tout de suite au Japon par rapport à son jeune coéquipier? Et on se pose déjà la question, mais c'est important, en cas d'une saison ratée, il y a des clients derrière aussi qui sont en F2. Esteban Ocon, il n'est plus non plus tout jeune, même s'il y a quelques années de F1 qui ont sauté parce qu'il n'avait pas de baquet. Et finalement, s'il ne fait pas forte impression rapidement, on sait qu'il y a la silly season, c'est c'est pendant l'été où il peut y avoir beaucoup de transferts. C'est pas bon non plus en vue de ce moment précis où il y a des sièges qui pourraient être éjectés. Franchement, comme Victor l'a dit, c'est très inquiétant, mais quand on se projette sur le long terme, c'est déjà inquiétant maintenant. Ouais, mais la Formule 1, on est vite sur un siège éjectable si on commence à commettre pas mal d'erreurs. Là, je trouve que la confiance, le dépassement qu'il fait sur Colapinto, ça résume toute la confiance qu'il a depuis le début de saison. Il tente des trucs un petit peu impossibles. Il essaie de se rassurer comme il peut, mais en vrai, c'est un bon pilote. Il a toujours été talentueux, faut le rappeler, il a quand même gagné un Grand Prix. Il sait, je pense qu'il a quand même, il garde encore, il n'a pas une grande confiance en ce moment, mais je pense qu'il va savoir la retrouver. Une saison, c'est long, il va pouvoir se démarquer face à son coéquipier, même si là, Biermann, il est très en forme. Sur une qualif, sur une course, ça peut relancer toute une saison et ça peut relancer toute une confiance. Donc, moi, j'ai pas envie de le voir partir, personnellement, parce que c'est quand même un Français, on est quand même chauvin. J'espère qu'il va pouvoir rebondir et franchement j'y crois. Ouais. Bon, on n'a pas le temps malheureusement pour le petit débat, mais c'est pas grave puisque vous n'êtes pas sans savoir que le lundi prochain on n'aura pas de Grand Prix à débriefer, donc ça sera l'occasion de faire ce petit débat et de se projeter aussi sur les caractéristiques à mon avis du circuit de Suzuka et voir un peu qui pourrait, au-delà de Mercedes évidemment qui sera forcément favori, mais qui pourrait vraiment venir jouer les troubles fêtes, peut-être pour un podium ou pour une victoire, on ne sait jamais, avec des éléments de course. Le débat, vas-y Fabrice. Sur Ocon, je veux juste revenir sur un truc. Ça reste une honte, toutes les menaces qu'il reçoit sur Instagram suite à ce consacre par rapport à Colapinto.
C'est souvent le cas avec les supporters du pilote argentin et ça reste une honte. Et les Argentins, de manière générale, C'est ça. dans le sport, on a eu des événements vraiment De racisme, condamnables et de ouais. racisme au cours des dernières semaines, donc il faut le Et rappeler. donc ça doit s'arrêter parce que c'est pas la première fois que ça se passe avec ce pilote-là et c'est pas normal dans le sport qu'il se passe ça. Tu as bien fait de le rappeler, Fabio. Donc on en était au débat. Donc la semaine prochaine, on parlera évidemment de ce nouveau mode de déploiement de l'énergie sur ces Formule 1. Est-ce que c'est bénéfique tout simplement à la Formule 1 ? Parce que mine de rien, certes les pilotes s'en plaignent, ça doit pas être facile que le moteur rétrograde avec ce mode clipping à la fin des lignes droites pour perdre plus de 50 km/h. Mais en tant que téléspectateur, c'est vrai qu'on a quand même des batailles assez impressionnantes qui durent plusieurs tours. On a l'impression que les pilotes arrivent à se suivre parfois plus facilement. Donc on se posera la question de savoir en tant que téléspectateur si ce nouveau mode n'est pas bénéfique tout simplement. Est-ce qu'on ne s'amuse pas plus en regardant les Grands Prix malgré la domination Mercedes ? Et comme je l'ai dit, on fera une petite preview sur le Grand Prix du Japon, qui est un Grand Prix à chaque fois exceptionnel, et on a hâte de retrouver ce circuit de Suzuka qui est magique. On en aurait presque demandé un deuxième Grand Prix la semaine suivante pour pallier les L'Arabie deux Saoudite, abandons ouais. des Grands Prix au Moyen-Orient. En tout cas, ça ne sera pas le cas, mais on se régalera devant Suzuka et ses virages mythiques et ses Grands Prix mythiques qu'il y a eu au cours de l'histoire. Merci à Samy pour la régie de cette émission, encore une fois fidèle au poste. On se dit quand même donc à lundi prochain. Salut, c'était 100% Paddock.